Il y a 7 jours, 4 astronautes ont pris place à bord d'un vaisseau spatial nommé Integrity et ont quitté la Terre. En ce moment même, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen sont plus près de la Lune qu'aucun être humain ne l'a été depuis plus d'un demi-siècle. Et chaque système qui les maintient en vie a été payé de leur sang. Pas d'argent, pas de temps, mais du sang. Des vies humaines, des décennies de vie. Le chemin vers Artemis II n'est pas pavé de triomphes, mais de cercueils. Nous n'en parlons pas assez. Nous célébrons les lancements. Nous partageons les photographies de la Terre qui rétrécit dans le hublot de la cabine. Nous regardons les comptes à rebours et nous applaudissons. Pourtant, derrière chaque mission réussie, se cache un cimetière de leçons, apprises uniquement parce que quelqu'un est mort en premier. Artemis II n'a pas commencé le 1er avril 2026. Elle a débuté par une soirée de janvier 1967, dans une capsule scellée remplie d'oxygène pur, lorsque 3 hommes ont péri dans un incendie sur une rampe de lancement en Floride. Bienvenue sur l'Étincelle Science, pour comprendre le prix exorbitant de la conquête spatiale. Gus Grissom était un vétéran. Il avait volé sur Mercury, commandé la première mission Gemini. À tous égards, il était l'un des astronautes les plus expérimentés de la NASA. Ed White fut le premier Américain à marcher dans l'espace. Un homme qui aimait tant être hors de son vaisseau que le contrôle de mission dut lui ordonner de rentrer. Roger Chaffee était le novice, le plus jeune des trois, 31 ans, un aviateur naval qui n'était jamais allé dans l'espace, mais avait passé des années à se préparer pour ce moment. Le 27 janvier 1967, les 3 hommes furent scellés à l'intérieur du module de commande d'Apollo 1, au complexe de lancement 34 de Cap Kennedy, pour une simulation de compte à rebours de routine. Ils ne partaient pas dans l'espace ce jour-là, ils s'entraînaient. Le vaisseau était pressurisé avec de l'oxygène pur, à une pression légèrement supérieure à la pression atmosphérique. Une décision qui, rétrospectivement, transforma leur capsule en une bombe attendant une étincelle. Les problèmes commencèrent tôt. Les communications étaient si mauvaises que Grissom, frustré, déclara à la radio « On veut aller sur la Lune, mais on n'arrive pas à communiquer entre 3 bâtiments. » Sous-entendant que, s'il ne pouvait pas parler entre 2 bâtiments, comment était-il censé communiquer entre la Terre et la Lune? Le test s'éternisa. Les retards s'accumulèrent. Puis, à 18h31, une étincelle provenant d'un fil effiloché sous le siège de Grissom atteignit l'oxygène. L'oxygène pur ne brûle pas comme l'air normal, il détonne. Dans cet environnement, des matériaux qui se seraient à peine consumés dans une atmosphère ordinaire, des filets de nylon, des bandes velcro, des rembourrages en mousse, s'embrasèrent en un enfer. La voix de Roger Chaffee résonna à la radio. « Au feu! Il y a le feu dans le cockpit !» Puis, le silence. Ed White tenta d'ouvrir l'écoutille. Elle était conçue avec 6 boulons qui nécessitaient une clé à cliquer pour être ouverts un par un de l'intérieur. Dans des conditions normales, cela prenait environ 90 secondes. Dans ces conditions, avec la pression interne qui augmentait, la cabine se remplissant de fumée et de flammes, c'était impossible. L'écoutille était censée garder les astronautes en sécurité à l'intérieur. Le 27 janvier, elle les a piégés. 27 techniciens sur le pas de tir se précipitèrent pour les aider, mais furent repoussés par la chaleur et une fumée si dense qu'ils ne pouvaient pas voir leurs propres mains. Au moment où ils réussirent à ouvrir l'écoutille, 5 minutes après le premier appel de Chaffee, les 3 hommes étaient morts. Le médecin légiste détermina qu'ils étaient morts par asphyxie due au gaz toxique. Leur combinaison avait fondu et fusionné avec l'intérieur de la cabine. Il fallut 6 heures avant que quiconque puisse commencer à retirer leur corps. L'enquête qui suivit identifia plus de 1400 problèmes de sécurité avec le vaisseau Apollo. 1400. L'atmosphère d'oxygène pur, les matériaux inflammables à l'intérieur de la cabine, la conception de l'écoutille, la qualité du câblage. North American Aviation, l'entrepreneur qui avait construit la capsule, était au courant de bon nombre de ces problèmes. La NASA en connaissait certains aussi.
Gus Grissom lui-même était tellement frustré par la qualité du vaisseau que son équipage posa pour un portrait simulé, tête inclinée en prière, mains jointes, et l'envoya au directeur du programme avec l'inscription. « Ce n'est pas que nous ne vous faisons pas confiance, Joe, mais cette fois, nous avons décidé de passer au-dessus de votre tête. » Il plaisantait, puis il était mort. La NASA suspendit les vols habités d'Apollo pendant 20 mois. Ils redessinèrent l'écoutille pour qu'elle puisse être ouverte en quelques secondes. Ils remplacèrent l'atmosphère de la cabine par un mélange d'azote et d'oxygène lors des tests au sol. Ils retirèrent tous les matériaux inflammables qu'ils purent trouver. Ils reconstruisirent le vaisseau de fond en comble. Gene Kranz, le directeur de vol, réunit son équipe après l'incendie et leur transmit ce qui devint une sorte de credo. Nous étions trop enthousiastes à l'idée de respecter le calendrier, et nous avons occulté tous les problèmes que nous rencontrions chaque jour dans notre travail. Chaque élément du programme était en difficulté, et nous aussi. 2 ans plus tard, Apollo 11 atterrissait sur la Lune. Le module de commande qui ramena Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins en toute sécurité lors de la rentrée et de l'amérissage était un descendant direct des leçons écrites dans la mort de Grissom, White et Chaffee. L'écoutille à ouverture rapide, les matériaux résistants au feu, les normes de câblage, les procédures d'atmosphère de cabine repensées, tout cela est né de cette soirée au pas de tir 34. Le complexe de lancement 34 lui-même fut déclassé en 1969. Aujourd'hui, il est abandonné au Cap, envahi par les mauvaises herbes et les poivriers sauvages, rouillant lentement dans l'air salin de Floride. Un panneau décoloré indique « Abandonné sur place ». 3 bancs de granit sont installés à sa base, un pour chaque homme. Chaque janvier, familles et amis y reviennent déposer des fleurs. Ce qui relie Apollo 1 à Artemis 2 n'est pas abstrait. Le vaisseau spatial Orion, perché au sommet de la fusée SLS, utilise un système d'écoutille à ouverture rapide. Il intègre des matériaux intérieurs résistants au feu. Il emploie une atmosphère gazeuse mixte lors des opérations au sol. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des héritages de conception directe. Chacune de ces caractéristiques existe parce que 3 hommes n'ont pas pu sortir d'une capsule en feu à temps. 3 mois après l'incendie d'Apollo 1, le 24 avril 1967, le cosmonaute Vladimir Komarov devint la première personne à mourir lors d'une mission spatiale. Son vaisseau Soyouz 1 avait été en proie à des problèmes dès qu'il eut atteint l'orbite. L'un de ses panneaux solaires ne s'était pas déployé. Le système de contrôle d'attitude avait mal fonctionné. Le vaisseau avait commencé à culbuter. Komarov lutta contre le véhicule pendant plus d'une journée, essayant de le stabiliser, de l'aligner pour la rentrée. Il y parvint à peine. Le vaisseau rentra dans l'atmosphère, puis le parachute principal ne s'ouvrit pas. Soyouz 1 s'écrasa au sol à environ 144 km/h. Komarov fut tué sur le coup. Lorsque l'équipe de récupération arriva, elle trouva une masse de métal calciné. Ces restes étaient à peine identifiables. L'enquête révéla que le conteneur du parachute avait été mal fabriqué. Les parois intérieures étaient trop rugueuses, recouvertes d'une substance polymérisante qui aurait dû être lisse, et les suspentes du parachute s'étaient accrochées lors de la tentative de déploiement. Le parachute de secours s'emmêla avec le parachute principal partiellement déployé. Des ingénieurs avaient averti que le vaisseau n'était pas prêt. Plus de 200 problèmes techniques avaient été documentés avant le lancement. Des inspecteurs du contrôle qualité avaient signalé leurs inquiétudes. Rien de tout cela n'importa. La pression politique, le désir de mettre en scène un spectaculaire rendez-vous de 2 vaisseaux spatiaux pour coïncider avec une célébration nationale, poussèrent la mission de l'avant. Komarov, dit-on, savait qu'il allait probablement mourir. Gagarine,
son ami et son pilote de remplacement, avaient tenté de le faire retirer du vol, arguant que la direction soviétique ne risquerait jamais la vie du cosmonaute le plus célèbre du monde et annulerait la mission. Mais le stratagème ne fonctionna pas. Lorsque des collègues demandèrent à Komarov pourquoi il n'avait pas simplement refusé de voler, sa réponse fut dévastatrice de simplicité. S'il refusait, Gagarine prendrait sa place. Il ne laisserait pas son ami mourir pour lui. Il grimpa donc dans un vaisseau qu'il savait défectueux. Il orbita la Terre pendant plus d'une journée, tandis que les systèmes tombaient en panne autour de lui. Et lorsque le parachute ne s'ouvrit pas, il chuta. Gagarine mourut 11 mois plus tard dans un accident d'avion à réaction. Il avait 34 ans. 4 ans plus tard, les Soviétiques subirent leur pire catastrophe spatiale. Le 30 juin 1971, les cosmonautes Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov et Viktor Patsaïev retournaient sur Terre après avoir passé 22 jours à bord de Salyut 1, la première station spatiale du monde. Ils avaient battu tous les records d'endurance. Lorsque leur module de descente Soyouz 11 se sépara du module orbital, une soupape d'égalisation de pression s'ouvrit prématurément. À une altitude de 168 km, encore fermement dans le vide spatial, l'air à l'intérieur de leur capsule commença à s'échapper. Ils ne portaient pas de combinaison pressurisée. Le vaisseau Soyouz avait été conçu pour transporter 3 cosmonautes, mais seulement s'ils ne portaient pas de combinaison, car la cabine était trop petite pour accueillir 3 hommes équipés. C'était un compromis connu, une économie de poids, un pari. La soupape était cachée sous les sièges des cosmonautes. Il existe des preuves qu'ils tentèrent de la trouver et de la fermer manuellement, un processus qui aurait pris plusieurs minutes. Même dans des conditions idéales, il n'avait pas une minute. Dans les 30 secondes suivant l'ouverture de la soupape, la pression de la cabine chuta à un quasi-vide. Ils perdirent connaissance. En moins de 2 minutes, ils étaient morts. La capsule poursuivit sa descente en mode entièrement automatique. Le parachute se déploya. Elle atterrit en douceur au Kazakhstan, exactement comme prévu. Lorsque l'équipe de récupération ouvrit l'écoutille, s'attendant à saluer 3 explorateurs spatiaux triomphants, elle trouva 3 hommes morts, toujours attachés à leur siège, le visage bleu, silencieux. Les tentatives de réanimation furent vaines. L'ensemble du programme spatial soviétique fut interrompu pendant 2 ans. Lorsqu'ils reprirent les vols, les cosmonautes portaient des combinaisons pressurisées lors du lancement et de la rentrée. Toujours, sans exception. Le Soyouz fut repensé pour ne transporter que 2 cosmonautes au lieu de 3, créant suffisamment d'espace pour que les 2 hommes puissent porter des combinaisons pressurisées complètes. Cette exigence persiste à ce jour pour tous les vaisseaux spatiaux habités sur Terre, y compris Orion. Les combinaisons que l'équipage d'Artemis II portait lors de son lancement il y a 4 jours. Les combinaisons de survie de l'équipage Orion, qu'ils ont de nouveau montrées aujourd'hui, alors que le vaisseau approche de la Lune. Ces combinaisons existent grâce à Dobrovolsky, Volkov et Patsaïev parce que 3 hommes ont suffoqué dans le silence de l'espace, tandis qu'une soupape de la taille d'une pièce de monnaie vidait leur atmosphère dans le néant. Le 2 août 1971, environ 1 mois après les funérailles de Soyouz 11, les astronautes d'Apollo 15, David Scott et James Irwin, placèrent une petite figurine en aluminium et une plaque sur la surface de la Lune, sur le site d'atterrissage de Hadley-Apennine. La plaque énumérait les noms de 14 astronautes et cosmonautes morts dans la poursuite de l'exploration spatiale. Dobrovolsky, Volkov et Patsaïev y figuraient. De même que Grissom, White et Chaffee, américains et soviétiques côte à côte sur la Lune. Elles s'y trouvent toujours. Puis vinrent les navettes. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger. 7 membres d'équipage, dont Christa McAuliffe, une enseignante de lycée du New Hampshire, sélectionnée parmi plus de 11 000 candidats pour être la première civile dans l'espace. Des millions d'écoliers regardaient le lancement en direct, beaucoup depuis leur salle de classe. 73 secondes après le décollage, la navette se désintégra.
La cause fut un joint torique défectueux dans le propulseur d'appoint à poudre droit. La matinée était exceptionnellement froide à Cap Canaveral et les joints en caoutchouc s'étaient durcis sous les basses températures, perdant la flexibilité nécessaire pour maintenir une étanchéité parfaite entre les segments du propulseur. Du gaz de combustion chaud s'échappa par le joint défaillant, traversa le réservoir externe de carburant et le véhicule se désintégra. Les ingénieurs de Morton Thiokol, l'entrepreneur qui fabriquait les propulseurs, avaient averti la NASA la veille que les joints toriques pourraient ne pas fonctionner par temps froid. Ils avaient recommandé de retarder le lancement. Les dirigeants de la NASA s'y opposèrent. Les ingénieurs furent ignorés. Le lancement eut lieu. Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis, Krista McAuliffe. 7 noms, 7 personnes. L'enquête révéla par la suite que la cabine de l'équipage avait survécu à la désintégration initiale en grande partie intacte. Au moins une partie de l'équipage était consciente après la rupture du véhicule. Des masques à oxygène d'urgence avaient été activés. La cabine chuta pendant 2 minutes et demie avant de s'écraser dans l'océan Atlantique à environ 320 km/h. Cet impact n'était pas survivable. La commission Rogers, qui enquêta sur la catastrophe, constata que la décision de lancer était fondamentalement erronée, enracinée dans ce qu'ils appelèrent une « normalisation de la déviance ». L'érosion des joints toriques avait été observée lors de vols précédents. Plutôt que de la traiter comme un avertissement, la NASA l'avait considérée comme un risque acceptable parce que les vols précédents avaient atterri en toute sécurité. Chaque atterrissage réussi avec des joints toriques endommagés rendait les dégâts plus normaux, jusqu'au matin où cela coûta la vie à 7 personnes. La NASA créa un tout nouveau bureau de la sécurité, de la fiabilité et de l'assurance qualité. Ils redessinèrent les propulseurs d'appoint à poudre. Ils mirent en œuvre des systèmes d'évasion. Ils exigèrent que les membres d'équipage portent des combinaisons pressurisées pendant l'ascension et la rentrée, une pratique que le programme de la navette avait initialement abandonnée pour que les vols semblent plus routiniers. La navette était censée donner l'impression que voyager dans l'espace était comme prendre un vol de JFK à Londres. Challenger prouva que ce n'était rien de tel. Ça ne l'a jamais été. Ça ne le sera jamais. 17 ans plus tard, presque jour pour jour, le scénario se répéta. Le 1er février 2003, la navette spatiale Columbia. Lors du lancement, un morceau de mousse isolante se détacha du réservoir externe et frappa le bord d'attaque de l'aile gauche de l'orbiteur, perçant un trou dans les panneaux de carbone renforcés qui protégeaient la navette pendant la rentrée. Les ingénieurs au sol remarquèrent l'impact de la mousse. Certains exprimèrent leurs inquiétudes. La direction conclut que les débris étaient peu susceptibles de causer des dommages graves, en partie parce que des impacts de mousse s'étaient produits lors de missions précédentes sans catastrophe. La même logique, la même normalisation, le même refus de traiter une anomalie récurrente comme l'urgence qu'elle était. 16 jours plus tard, Columbia rentra dans l'atmosphère. Pendant ces 16 jours, l'équipage avait mené plus de 80 expériences en microgravité. Ils n'avaient aucune idée que l'aile était compromise. Les ingénieurs au sol avaient demandé des images satellites pour évaluer les dégâts, mais la demande fut rejetée par la direction qui n'en voyait pas la nécessité. Une équipe d'ingénieurs avait même préparé un plan d'urgence en cas de dommages graves, explorant si l'équipage pouvait se réfugier à bord de la Station spatiale internationale. Ce plan ne fut jamais formellement évalué. Personne en position d'agir ne croyait que la mousse aurait pu causer des dommages critiques. Des gaz surchauffés pénétrèrent par le trou dans l'aile pendant la rentrée. Au début, ce n'était qu'une anomalie de température dans les données des capteurs, quelques degrés plus chauds que prévu dans le logement de la roue gauche. En quelques minutes, la structure interne fondit. L'aile s'effondra. L'orbiteur se désintégra au-dessus du Texas et de la Louisiane à 60 km d'altitude. Des débris s'abattirent sur 2 États. Plus de 82 000 pièces furent finalement récupérées, totalisant environ 38% du poids à sec du véhicule. Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark et Ilan Ramon,
un pilote de chasse et le premier astronaute israélien. 7 noms de plus. Le conseil d'enquête sur l'accident de Columbia publia une conclusion accablante. La NASA n'avait pas réussi à tirer les leçons de Challenger. La culture organisationnelle qui permettait de redéfinir les risques connus comme acceptables n'avait pas été corrigée. Elle avait survécu 17 ans et tué 7 personnes de plus. Le Conseil écrivit que les causes des 2 catastrophes étaient, à leurs racines, identiques. Le programme de la navette spatiale prit fin en 2011 après 135 missions. 14 astronautes morts lors de 2 défaillances catastrophiques. Et dans les cendres de ces échecs, la prochaine génération de vaisseaux spatiaux commença à prendre forme. Le Congrès exigea le développement d'un nouveau système de lancement. Les ingénieurs de la NASA et de ses contractants commencèrent à concevoir ce qui allait devenir le Space Launch System et la capsule Orion. Le SLS utilise des propulseurs d'appoint à poudre dérivés de ceux de la navette, mais repensés avec les leçons de la défaillance des joints toriques de Challenger intégrés à chaque joint. Les moteurs RS-25 de l'étage principal sont les mêmes que ceux qui propulsaient les orbiteurs de la navette, affinés et améliorés au fil de décennies d'opérations. Le bouclier thermique d'Orion, celui qui protégera l'équipage d'Artemis II lorsqu'il reviendra s'écraser dans l'atmosphère terrestre à plus de 40 000 km/h dans 5 jours, est un bouclier ablatif spécifiquement conçu pour éviter la vulnérabilité basée sur les tuiles qui a détruit Columbia. Lorsqu'Artemis I vola sans équipage en 2022, le bouclier thermique fonctionna globalement bien, mais les ingénieurs découvrirent une érosion inattendue du matériau ablatif. Des sections où le revêtement protecteur s'était usé plus que ce que les modèles prévoyaient. C'était un problème. Plutôt que de l'ignorer, plutôt que de le normaliser comme la NASA avait normalisé les impacts de mousse, le programme fut mis en pause. Les ingénieurs enquêtèrent. Ils ajustèrent le profil de rentrée pour Artemis II, modifiant la trajectoire pour réduire les contraintes sur le bouclier. Ils retardèrent la mission. Ils ramenèrent la fusée au bâtiment d'assemblage des véhicules pour résoudre un problème d'hélium. Ils menèrent des tests supplémentaires. Le lancement glissa de fin 2024 à septembre 2025, puis à février 2026, et enfin à avril 2026. Chaque retard fut critiqué. Chaque retard coûta de l'argent. Et chaque retard fut le résultat direct d'une agence spatiale qui avait appris, par la mort de 21 personnes, que la pression du calendrier tue. Tel est l'héritage invisible d'Artemis II. Pas seulement le matériel, pas seulement la conception des écoutilles, les combinaisons pressurisées et les matériaux des boucliers thermiques, mais la culture, la volonté de s'arrêter et de résoudre le problème, même lorsque la pression politique est énorme, même lorsque le budget saigne, même lorsque le public est impatient. Cette volonté fut acquise au prix le plus élevé possible. Il y a des noms que la plupart des gens ne connaissent pas. Valentin Bondarenko, un cosmonaute soviétique en formation, qui mourut en mars 1961, quelques semaines seulement avant le vol historique de Gagarine, lorsqu'un incendie éclata dans une chambre à oxygène pressurisé lors d'un test d'endurance. Il avait 24 ans. Sa mort fut dissimulée par le gouvernement soviétique pendant des décennies. Theodore Freeman, un astronaute de la NASA, tué en 1964 lorsqu'une oie percuta son avion d'entraînement T-38 lors d'un vol de routine, brisant la verrière et éteignant les 2 moteurs. Charles Bassett et Elliot See, l'équipage original de Gemini 9, tués dans un accident d'avion à réaction en 1966, alors qu'ils approchaient de l'usine McDonnell à Saint-Louis par mauvais temps. Clifton Williams, tué dans un accident de T-38 en 1967. Robert Lawrence, le premier astronaute afro-américain, tué dans un accident de F-104 la même année. Michael Adams, qui mourut lorsque son X-15 entra en vrille incontrôlable et se désintégra à 20 000 mètres d'altitude. Michael Alsbury, le copilote de Spaceship Two, tué en 2014 lorsque le mécanisme de mise en drapeau du véhicule se déploya prématurément lors d'un vol d'essai motorisé.
Ces noms apparaissent rarement dans les gros titres. Ils n'ont pas de cérémonie commémorative diffusée à la télévision nationale, mais chacun d'eux a contribué à l'ensemble des connaissances qui maintiennent les astronautes en vie aujourd'hui. Chaque mort fut un point de données dans la douloureuse éducation continue de l'espèce humaine sur la façon de quitter sa planète natale sans y laisser sa vie. Chaque protocole de siège éjectable, chaque restriction d'enveloppe de vol, chaque système d'évasion d'équipage qui a été affiné au fil des décennies porte les empreintes de quelqu'un qui a manqué d'altitude, de vitesse ou de temps. Et puis, il y a les personnes dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Le 24 octobre 1960, au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, un missile balistique intercontinental R-16 explosa sur le pas de tir lors de tests avant le lancement. L'explosion et l'incendie qui s'ensuivit tuèrent environ 120 personnes, militaires et ingénieurs civils, dont le maréchal Mitrofan Nedelin, commandant des forces de missiles soviétiques, qui était assis à seulement 20 mètres de la fusée pour presser ses équipes de travailler plus vite. Le gouvernement soviétique classa l'intégralité de la catastrophe pendant des décennies. Une autre explosion au cosmodrome de Plesetsk en 1980 tua 48 personnes de plus. Ce n'étaient pas des astronautes, c'étaient les techniciens, les soudeurs, les manipulateurs de propergol, les personnes qui construisaient les machines, les alimentaient en carburant et serraient les boulons. Leurs noms ne figurent sur aucun mémorial que la plupart des gens reconnaîtraient, mais ils font aussi partie de cette histoire. Chaque élément de l'infrastructure de sécurité au sol du Centre spatial Kennedy, chaque procédure de ravitaillement, chaque calcul de rayon d'explosion découle de leçons apprises lors d'incendies et d'explosions qui ont tué des travailleurs dont la seule ambition était de faire leur travail et de rentrer chez eux. À ce jour, 791 personnes ont voyagé dans l'espace. 19 d'entre elles sont mortes en le faisant. C'est un taux de mortalité de 2,4 %. Si l'on inclut les essais au sol, les vols d'entraînement et les accidents de préparation, ce nombre dépasse les 30. Si l'on compte le personnel au sol et les civils tués lors d'accidents de lancement, les techniciens méconnus, les travailleurs anonymes de Baïkonour, de Cap Canaveral et des installations du monde entier qui ont été vaporisés dans des explosions ou empoisonnés par des fuites de propergol, le nombre dépasse largement les 150. En ce moment même, quelque part dans le vide entre la Terre et la Lune, 4 personnes sont en vie à l'intérieur d'une capsule conçue pour les maintenir en vie dans des conditions qui tueraient un être humain non protégé en environ 15 secondes. Ils voleront autour de la face cachée de la Lune, plus loin de chez eux qu'aucun être humain n'a voyagé depuis décembre 1972. Ils verront des choses que seules 24 personnes dans toute l'histoire ont jamais vues de leurs propres yeux. Le système d'abandon de lancement au-dessus de leur capsule, celui qui les arracherait à la fusée en une fraction de seconde si quelque chose tournait catastrophiquement mal pendant l'ascension, fonctionne grâce à Apollo 1. Les combinaisons pressurisées qu'ils portent existent grâce à Soyouz 11. Les joints des propulseurs d'appoint à poudre sous eux ont été repensés grâce à Challenger. Le bouclier thermique sous leurs pieds a été testé sous contrainte avec une prudence accrue grâce à Columbia. La culture qui a retardé leur lancement 3 fois pour résoudre des problèmes plutôt que de voler avec des risques connus a été forgée dans la mort de 21 astronautes et cosmonautes qui n'ont pas eu cette chance. Artemis 2 n'a pas commencé il y a 6 jours sur un pas de tir en Floride. Elle a commencé dans une capsule en feu au pas de tir 34. Elle a commencé dans un cratère dans la steppe russe où un cosmonaute s'est écrasé parce que son parachute ne s'ouvrait pas. Elle a commencé dans une cabine dépressurisée où 3 hommes sont devenus bleus et silencieux tandis que leur vaisseau atterrissait parfaitement. Elle a commencé 73 secondes après un froid matin de janvier lorsque 7 personnes, dont une enseignante, sont tombées du ciel. Elle a commencé lorsqu'une mousse que personne ne prenait au sérieux a percé un trou dans une aile que personne n'a vérifié. Elle a commencé lors d'explosions classifiées dans des cosmodromes soviétiques qui ont tué des travailleurs dont les noms ont été effacés des registres publics.
Elle a commencé chaque fois qu'un pilote d'essai est monté dans un jet, sachant que les marges étaient minces et que les conséquences étaient permanentes. L'équipage a nommé son vaisseau Orion Intégrité. Ils ont choisi ce nom, ont-ils dit, pour honorer la confiance entre les personnes qui rendent la mission possible. Plus de 300 000 composants individuels ont été intégrés dans un seul véhicule par des équipes travaillant à travers le monde. Mais intégrité signifie aussi plénitude, complétude. Le vaisseau est complet parce que chaque fissure, chaque échec, chaque catastrophe de l'histoire du vol spatial habité a été cousu dans sa conception. Il porte le tissu cicatriciel de 60 ans d'essais, de morts et de nouveaux essais. Ce sont ces personnes qui ont construit Artemis II, pas avec leurs mains, mais avec leurs morts. Et la seule façon de les honorer est de se souvenir que chaque protocole de sécurité, chaque système redondant, chaque lancement retardé, chaque décision d'ingénierie conservatrice qui ramène ces 4 astronautes vivants est un monument à quelqu'un qui n'est pas rentré chez lui. Grissom a dit un jour, après sa mission Gemini 3 en 1965, « Si nous mourons, nous voulons que les gens l'acceptent. Nous sommes dans une entreprise risquée et nous espérons que s'il nous arrive quelque chose, cela ne retardera pas le programme. La conquête de l'espace vaut le risque de la vie. » Moins de 2 ans plus tard, il était parti. Mais le programme ne s'est pas arrêté. Il a changé. Et parce qu'il a changé, 4 personnes sont en vie ce soir. À 300 000 km de chez elles, volant vers la Lune à l'intérieur d'un vaisseau spatial construit sur tout ce que nous avons appris en les perdant.